En 2000, je suis un jeune journaliste et je travaille notamment à Nova Magazine, qui était le City Magazine de Jean-François Bizot, le patron de Radio Nova. J'ai été seulement pigiste. Je travaillais pour plein d'autres journaux, notamment Libé. Je tenais des chroniques qui étaient des chroniques plutôt air du temps, gastronomie. Et pour la première fois, en fait, je travaille dans une rédaction. Et j'ai la chance d'apprendre le métier avec Jean-François Bizot, qui est un grand homme de presse. J'ai déjà pris conscience qu'il manquait quelque chose en France, que la bouffe était vraiment assez poussiéreuse, que c'était assez muséal. J'écris pour la première fois le mot fooding pour faire une rime dans Nova Magazine. Et le mot buzzant, tranquillement, d'émission de radio en émission de télé, il commence à être employé. On sent qu'il ait vraiment de sens, les gens l'emploient parce que c'est un mot rigolo, marrant, sympa. C'était la période où on essayait de parler l'anglais tout le temps. Je dépose la marque Fooding en 2000, donc pour le coup, et je vais voir Jean-François et je lui dis, bon, il y a un mot, il a ses défauts, il a ses qualités, mais peut-être qu'on pourrait en faire quelque chose pour mettre en avant une nouvelle manière d'approcher l'univers de la gastronomie, l'univers de la table. Et on décide de faire un grand guide urbain, mélangeant les torchons et les serviettes, c'est-à-dire les kebabs, les fast-foods, les pizzas, mais aussi les grands gastros, les bistrots à pot-au-feu, les restaurants à thème du type chinois, etc. Et on se lance dans cette aventure un peu folle. Et on arrive à mettre sur pied, pour la fin de l'année 2000, une première semaine du fooding un peu improbable, avec des débats qui sont organisés sur le thème de va-t-on au resto pour manger les rideaux. Donc en fait, pendant 2-3 ans, les premiers guides fooding, il y a beaucoup de fantasmes, beaucoup d'envie que les choses changent, mais peut-être même on aurait pu arrêter en 2003 ou 2004 si subitement une nouvelle génération de chefs n'était pas apparue. Et c'est vraiment en 2003 qu'il commence à y avoir 2-3 adresses qui n'ont rien à voir, qui sont des adresses un peu ovniesques. Et c'est à partir de là qu'on va se dire, tiens, c'est en train vraiment de se passer et on va pouvoir continuer cette histoire-là. On ne pensait pas en faisant ça que 20 ans plus tard, on y serait encore. C'est assez difficile pour moi de savoir dans quel endroit j'ai assisté au premier crash et dans quel endroit j'ai assisté au deuxième. Je sais que ça se passe à un moment où je suis entre Nova et la maison. La seule chose dont je me souviens, c'est que le premier avion, je me dis, je pense à un accident. Et je pense que c'est dingue, mais subitement, le deuxième avion, là c'est carrément autre chose. C'est-à-dire que là, ça t'envoie vraiment dans un autre monde, et peut-être ça t'envoie directement d'ailleurs dans le 21e siècle. Alors, je peux même le montrer parce que je l'ai ressorti, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. C'est La Maison des Feuilles de Danielewski, qui est une parution chez De Noël. Et je ne sais pas si ça a été adapté en livre de poche, parce que c'est très compliqué à adapter. Il y a à peu près 25 typos qui sont utilisés, des renvois dans tous les sens. Voilà. Et indépendamment de ça, j'ai trouvé l'intrigue extraordinaire. C'est une famille qui s'installe dans une maison. Et puis, je crois de mémoire, ils s'échappent de la maison. Enfin, ils partent. Et quand ils reviennent, ils ont l'impression que la maison ils sont à l'intérieur dans leur salon. Ils ont l'impression que la maison s'est agrandie. Le lendemain, ils ont encore l'impression que la maison continue de s'agrandir. Et ils se posent énormément de questions. Et ils finissent par se dire, mais elle s'agrandit à l'intérieur, donc on va peut-être mesurer. Ils sortent à l'extérieur, ils mesurent et ils s'aperçoivent que par contre, à l'extérieur, elle ne s'agrandit pas. Et elle ne s'agrandit que de l'intérieur. Et j'ai trouvé que c'était totalement délirant, génial. Et pour moi, c'est une œuvre d'art graphique. C'est un livre qui ressemble à aucun autre. C'est un des trucs les plus créatifs que j'ai pu lire. Ça nous a même inspiré un guide du fooding, je crois en 2003 ou 2004. On a eu l'idée comme ça graphiquement de commencer à mettre des phrases à l'envers, de rayer les textes et de laisser les textes, mais en laissant les rayures et ce qu'on avait coupé et en les rayant de manière plus évidente, en mettant des choses à l'envers, en créant des encadrés, des sortes de bugs. Aujourd'hui, c'est drôle parce que ce genre de bug sur le papier, on se dit « Ah, mais c'est un bug, qu'est-ce qui se passe ?» Alors qu'on passe notre journée devant des écrans, on se prend des pop-up dans la tête en permanence, sans se dire « Tiens, c'est un bug », on trouve ça tout à fait normal. Mais dans le matériel littéraire, voir quelque chose qui n'est pas censé être là, ça choque encore. Mes meilleurs souvenirs de ces années-là, c'est les films que j'ai pu voir. Franchement, je le dis sans vouloir faire le bon père de famille, mais c'est les films que j'ai vus sur le canapé ou que j'ai fait découvrir à mes enfants. Les deux films préférés
de mes enfants, mon fils en particulier d'ailleurs, c'était assez rapidement, ça a été la traversée de Paris, les 400 coups. Et on a eu la chance en plus, avant 2010, de voir les 400 coups dans un génial cinéma à Tanger. J'étais avec mes potes du fooding. On était partis, on avait loué une voiture pour aller tester des restaurants un peu partout en France. Et j'embarque une compilation. On doit être en 2007. C'est encore l'époque des CD. Et donc, on met le CD. Et là, je découvre Beyrouth. J'avais l'impression d'avoir entendu et vécu ça déjà. Cette musique-là, je suis pas slave, j'ai pas non plus d'origine mexicaine, parce qu'il est très sous deux influences, pays de l'Est et puis mariachi. Et en fait, c'était une impression comme ça de Madeleine hallucinante. Vraiment, on a tout de suite adhéré. Et parfois, quand on adhère un peu vite, c'est un peu comme la fast food et la fast culture, on se lasse très très vite, quoi. Et en fait, non. J'ai découvert Sofical, donc pas au musée, mais je l'ai découvert à travers un bouquin qui s'appelle Double Jeu, qui est un livre qui est celui-là. Il y a des plateaux repas qui sont photographiés de manière monochrome et j'avais trouvé ça super. J'ai connu les photos avant de lire le bouquin. Je suis donc entré par une photo de bouffe dans l'œuvre de Sofical et j'ai continué à suivre sa démarche en commençant par Double Jeu. La figure des années 2000, pour moi, c'est vraiment Jean-François Bizot, parce que je l'ai rencontré qu'en 1999. On s'est un peu apprivoisé et en fait, toute l'histoire, toute la collaboration, la création du fooding, mais aussi l'histoire d'amitié, elle s'est créée entre 99 et 2007, l'année de sa mort. Jean-François Bizot, c'est un grand homme de presse, ça a été aussi un très grand écrivain. C'est l'homme d'actuel, mais actuel, c'est énorme. Et d'ailleurs, de dire qu'une figure des années 2000, c'est Jean-François Bizot, quelque part, c'est presque un peu provocateur, parce que pour beaucoup de gens, c'est les années 70. Une fois qu'on a dit le 11 septembre 2001, je vais partir sur quelque chose de beaucoup plus joyeux, c'est le coup de boule de Zidane. Je trouve que c'est une sortie de route démente, que c'est une sorte de sursaut, c'est le rappel que c'est le mec est un être humain aussi. Il y a du panache, et d'une certaine façon, finalement, c'est presque... Peut-être qu'il savait que la Coupe du Monde allait être perdue, et donc du coup, c'est peut-être une manière de la perdre en beauté. J'étais très dégoûté après, mais le lendemain, j'étais très fier. Voilà. C'est Marine Bidot, c'est mon associée au fooding, qui est arrivée comme stagiaire en 2004, qui est devenue mon amie, ma petite sœur, qui est devenue mon associée, avec qui on a tout fait. Elle dit souvent qu'au fooding, pendant toutes ces années, il n'y a pas eu il n'y a pas eu de plafond de verre. Et moi, je sais à quel point, s'il n'y a pas eu de plafond de verre, c'est grâce à elle. C'est une petite année de révolution, peut-être plus sociétale au niveau de la cuisine et de la gastronomie qu'une révolution purement gastronomique. On pense presque avoir gagné à la fin des années 2000. On a installé plein de gens. Il y a vraiment un phénomène fooding et débarquent les réseaux sociaux. Et avec les réseaux sociaux, du bon au début et puis assez rapidement du mauvais aussi. Et l'histoire recommence, sauf que les supports ont muté. Donc je pense que ça s'est un peu régularisé dans la presse écrite, mais qui malheureusement ne fait plus autorité ou n'est plus la seule à faire autorité, en tout cas dans la vraie presse professionnelle. Et maintenant, le problème vient des nouveaux prescripteurs que sont les influenceurs quand ils n'ont pas d'éthique ou pas les moyens de s'en offrir une, quoi.